Place à l'expert comptable. Cet épisode vous est proposé par l'Agence des experts comptables. Le business plan, c'est d'abord pour soi. C'est de savoir est-ce que je me lance dans une activité qui va pour moi me permettre de vivre et une activité viable. Le principe même d'un projet, c'est quoi ? C'est de créer un nouveau besoin. Est-ce que mon coût de revient que j'ai imaginé est le bon par rapport au secteur ? C'est important de savoir ça. Tu sais, on parle souvent de charges cachées, des coûts cachés. Et bien justement, le business plan va te permettre d'anticiper tous ces coûts cachés-là. Puisque tu vas les voir, tu vas te poser la question en réalité. Dans Place à l'expert comptable, je vous invite chaque mois à découvrir un expert comptable qui partage sa vision et ses conseils pour propulser et optimiser nos entreprises. Je suis Rudy Brovelli, fondateur et dirigeant de l'Agence des experts comptables, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Dans ce podcast, découvrez comment nous allons apprendre à transformer notre quotidien et mieux gérer nos entreprises grâce aux conseils d'experts comptables, de la gestion, trésorerie, pilotage, optimisation, rentabilité et j'en passe. Mon objectif, vous montrer le vrai rôle de l'expert comptable au-delà des chiffres. Et maintenant, place à l'expert comptable. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Benjamin Nataf, expert comptable et commissaire aux comptes. Il est le président de KBN Expertise, un cabinet d'expertise comptable qui accompagne ses clients dans le pilotage et la gestion de leur entreprise, notamment dans la construction du business plan. Dans son rôle de commissaire aux comptes, il est amené à statuer sur la réalité et la pertinence des procédures de la société. Merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert comptable pour nous donner tes conseils sur l'élaboration du fameux business plan. En effet, le business plan est bien plus qu'une forme administrative. C'est l'atout pour convaincre les banques, les investisseurs et même les futurs acquéreurs de la solidité du projet, de notre projet. Mais comment rendre ce document souvent complexe accessible à tous ? Comment présenter les chiffres de manière à activer l'auditoire ? Comme tu l'as compris, Benjamin, on a besoin de tes conseils et de tes astuces d'expert comptable pour réaliser un business plan à la hauteur de nos ambitions. Comment souhaites-tu aborder cet épisode ? Bonjour Rudy, bonjour à tous. Merci déjà de me donner la parole, de pouvoir donner mes conseils justement par rapport au business plan. Alors tout d'abord, j'aimerais le définir parce que effectivement, on entend beaucoup de business plan prévisionnel aussi. Business plan prévisionnel, c'est à peu près la même chose, d'accord. On entend beaucoup de mots qui vont constituer le business plan aussi. Étude de marché, on l'entend. Donc on va totalement définir tout l'environnement business plan. D'abord, ça sera le premier point, d'accord. Alors s'il faudra, tu me diras, Rudy, s'il y a des notions que tu ne comprends pas dans ce que je dis, tu m'arrêtes, tu me dis et on les définit ensemble. Ensuite, on va voir justement donc les composantes, d'accord, du business plan. On va rentrer plus en détail, par exemple dans l'étude de marché. Qu'est-ce que l'étude de marché ? Et ensuite, tu l'as très bien rappelé tout à l'heure, à qui ça s'adresse ? Qui sont les destinataires de ce business plan ? Et on verra que ça pourrait être en interne, mais aussi en externe, comme tu l'as dit, les investisseurs, etc., etc. Donc là, déjà, on va définir donc ce qu'est un business plan. D'abord, un business plan, on va voir qu'il faut plusieurs composantes. D'abord, on va avoir le projet. C'est vraiment le projet, d'accord ? Quand tu dis le projet, c'est l'idée ou c'est après l'idée ? Non, c'est vraiment après l'idée. On a une idée, mais comment on va le commercialiser ? C'est l'activité en soi, l'activité qui va se commercialiser. Donc on va se projeter sur cette activité-là en commençant par donner tout d'abord, j'aime bien dire le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire que le projet, c'est une activité, mais c'est une activité d'un homme ou de plusieurs hommes. D'abord, on va décrire ces personnes-là. Puisque en réalité, et souvent on le voit sur les banques ou même quand on va demander des prêts d'honneur, etc., on regarde d'abord la personne. Est-ce qu'elle est à même de porter ce projet-là ? Donc on va d'abord, moi j'aime bien faire une sorte de CV, on va dire, de la personne.
comment elle en est arrivée là. Souvent, on va dire, ça fait 10 ans qu'elle est dans ce métier, elle a exercé en tant que salarié, puis en tant que chef de mission, etc., etc., pour aujourd'hui arriver sur je suis devant vous parce que, voilà. Et donc là, c'est le présent. Et le futur, c'est j'ai imaginé pour me décaler en fait de l'activité précédente, j'ai imaginé amener tel petit plus en réalité qui va, et là on commence à donner des données chiffrées. Donc ça c'est le projet réellement. Dans le projet aussi, et souvent on nous demande une étude de marché. Donc l'étude de marché, elle peut se diviser en plusieurs points. Les concurrents, on va dire sur la zone nationale, les concurrents sur la zone géographique, mais aussi une étude de marché, c'est aussi le client. D'accord ? C'est de savoir quel client je vais toucher. Connaître sa niche en réalité. Qui est mon fameux avatar. Voilà, exactement. Qui est mon avatar, qui est mon client en face que je vais devoir convaincre ou pas, puisque peut-être il est déjà convaincu. Et en fait, j'amène le principe même d'un projet, c'est quoi ? C'est de créer un nouveau besoin. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Juste la petite parenthèse tant que j'y pense. On a fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça avec Mandy, qui est experte en marketing, et elle a abordé en fait ça. En fait, comment trouver votre avatar, comment vous trouvez votre client idéal. Ça serait intéressant, en plus de ton épisode, de l'écouter, parce que ça serait, je pense, dans la même dynamique en fait. Effectivement, si tu as déjà parlé de dans un autre épisode, effectivement, ça va compléter en réalité ce business plan là. Donc là, on arrive justement sur quel est mon avatar, donc quelle est mon étude de marché, etc. Alors souvent, on a ce problème là de personnes, et ça sera mon deuxième point, qui ne savent pas par où commencer. Son étude de marché, comment on le trouve. Alors on peut aller parler à demander à un expert comptable un conseil. Moi, j'utilise des logiciels, on va dire, qui me permettent de connaître en réalité dans la zone géographique des activités un peu communes. Si par exemple je suis un restaurant, je veux faire mon étude de marché, eh ben je vais avoir 2 logiciels qui vont me permettre de me dire tel restaurant qui est pas très loin de vous a fait tant de chiffre d'affaires, a fait tant de charges externes, a fait tant d'achats de marchandises, etc., etc. Pour nous donner une idée. C'est ça, ouais. Savoir si le marché, en fait, savoir si la zone d'achalandise elle est comment dire, dynamique ou pas. Exactement. Mais en plus de ça, c'est une introspection. Savoir si j'ai bien fait mes calculs. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mis un bon, par exemple, pareil, dans la restauration, est-ce que mon coût de revient que j'ai imaginé est le bon par rapport au secteur? C'est important de savoir ça. Je vais te mettre juste une question tant que j'y pense. C'est si en fait moi je viens avec une activité que tu n'as pas forcément dans la zone. Comment tu arrives à faire la comparaison ? Est-ce que tu vas plus loin dans la zone ? C'est-à-dire tu vas dans le département voisin, par exemple, et est-ce que c'est aussi fiable ? Oui, c'est aussi fiable. Mais en plus de ça, alors c'est aussi fiable pourquoi ? Parce que souvent, les fournisseurs sont les mêmes, premièrement. Quand je travaille avec dans une activité, mes fournisseurs, que je sois à Marseille, à Paris ou à Nice, les fournisseurs peuvent se retrouver facilement. Pourquoi ? Souvent parce que c'est des chaînes, ou encore, ça dépend aussi on va dire de ton activité, mais imaginons une activité de service qui soit full digital, tu sois à Marseille, à Nice, à Paris, à Lyon, ce sera la même chose. Donc ça, c'est aussi important. Et ça, c'est le premier point quand tu fais un projet, c'est de savoir tes coûts. Est-ce que ton activité va être rentable ? C'est quoi on parle souvent de seuil de rentabilité. Tu as dû entendre parler. Qu'est-ce que c'est exactement le seuil de rentabilité ? C'est juste de savoir, est-ce que mon chiffre d'affaires va couvrir mes charges et tout ce qui va être au-dessus, eh ben, c'est justement mon bénéfice à moi. Et c'est hyper important. Quand tu dis les charges, c'est les charges que la société a besoin pour fonctionner. Exactement. Les charges de fonctionnement. Exactement. Par exemple, on peut se dire, mais est-ce que je vais avoir besoin d'un salarié ou pas ? Si on connaît pas de base on va dire une charge pour un salarié, eh ben on se plante parce que derrière peut-être que le chiffre d'affaires qu'on va générer ne sera pas bon. Il faut savoir que j'avais lu une étude que 50% des entreprises n'arrivent pas à 5 ans de durée de vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, le business plan, le prévisionnel a mal été fait de base. Donc en réalité, et là j'arrive à mon troisième point, le business plan, c'est d'abord pour soi.
C'est de savoir, est-ce que je me lance dans une activité qui va pour moi me permettre de vivre et une activité viable. Ok, ça, je vais faire juste un point intéressant sur ça. Toi, tu penses que un business plan doit être réalisé pour n'importe quel type d'activité? Ou est-ce qu'il y a des activités où tu te dis là, et franchement, il n'y a pas forcément besoin d'y aller, quoi? Alors, je vais te dire un truc, je fais beaucoup de permanences. Alors, en tant qu'expert comptable, l'ordre nous envoie des permanences, et cetera, chambre des métiers, Pôle emploi, et cetera, vers des nouveaux créateurs, des nouveaux Donc tu entrepreneurs. rencontres beaucoup de créateurs, de Je porteurs de projets, rencontre ouais. énormément de créateurs, mais aussi des personnes qui les encadrent. Et comme elles sont, on va dire, à la base de la chose, et donc elles voient l'évolution, elles disent, et je l'ai ressenti aussi, la personne qui ne fait pas un business plan de base va se perdre. Tout simplement, va se perdre. Parce qu'elle ne sait pas où aller, c'est ça? Elle ne sait pas où aller. C'est pas en fait, c'est pas écrit, il y a pas une direction, quoi. Il y a pas de direction. Et surtout, tu sais, on parle souvent de charges cachées, des coûts cachés. Et ben justement, le business plan va te permettre d'anticiper tous ces coûts cachés-là. Puisque tu vas les voir, tu vas te poser la question en réalité. Donc en fait, je comprends ce que tu disais, ouais. Je comprends ce que tu disais en disant, c'est pour soi au début, pour en fait, toi, te prouver que c'est OK, quoi. C'est viable et que tu peux y aller, sans forcément après aller chercher de l'argent ailleurs. C'est juste pour soi-même se dire: «OK, je comprends mon projet en chiffres, il est viable et maintenant on peut passer à l'étape suivante». OK, ouais, je comprends. C'est ça. Et tu connais aussi, il y a le concept de couveuse. C'est-à-dire une couveuse, c'est quoi? C'est justement, j'ai peur que mon projet ne soit pas forcément viable parce que bah, mon produit, là, on n'a toujours pas parlé de produit. Hein, tu as remarqué, on n'a pas parlé de produit, on a parlé que de charge. Mais mon produit, je suis pas encore certain de mon produit. Bon, bah, j'ai des couveuses qui vont me permettre justement de me rassurer. Et derrière, ben, je vais recadrer mon business plan. Parce que qu'est-ce qu'on a comme problème aujourd'hui? On a aussi des problèmes où on va gonfler un business plan, d'accord, pour les banques, c'est même les banques ou les investisseurs, etc. Mais en fait, vu qu'on l'a trop gonflé, après, on ne retombe pas sur nos pattes et on a quand même engagé ses charges. Et là, c'est un gros problème. Un gros problème. Eh oui, eh oui. Parce que toi, ce que tu veux dire par rapport aux chiffres sur un business plan, c'est qu'il faut plutôt être pessimiste qu'optimiste? Exactement. Toujours. En tant qu'expert comptable, toujours. Et notamment sur le chiffre d'affaires. Surtout sur le chiffre d'affaires. Ne jamais prendre le maximum. Ah, ça, c'est impossible. Tu sais pas les aléas de la vie, les clients avec qui on s'entend mal, une erreur, etc., etc. On perd un client, derrière il y a une bouche à oreille mauvais, etc., mauvaise image. Et après, pour remonter, c'est presque impossible. En fait, ce que tu veux dire, c'est, d'aller chercher, on va dire, un chiffre d'affaires atteignable, quoi, les premières années, quoi. Exactement. Bah, je vais te donner un exemple là qui est hyper récent. La semaine dernière, on est sur une laverie, d'accord, et on est en train de faire le business plan, donc on l'a fini. Et on a dit bon, ok, on a tant de machines. Je donnerai pas de chiffres comme ça, au moins on reste vague un peu. Et on a tant de chiffres, mais on a un taux de remplissage. On va pas mettre à 100%. On va mettre à 50% pour voir si c'est rentable. Parce qu'on ne sait jamais, effectivement, et c'est une laverie, donc aussi. Mais rien qu'avec 50% de taux de remplissage, ben, on sortait un bénéfice. Donc là, on est plus que confiant. Et je vais te prendre encore cet exemple de la laverie, parce qu'on a rencontré une difficulté qui n'aurait pas dû en être une, et je rebondis sur la banque, d'accord? Parce que souvent, le business plan, c'est pour nous, mais aussi pour la banque, pour avoir un prêt. Eh ben, les banques demandent toujours un apport. Donc, votre business plan n'est pas bon si vous allez voir une banque et qu'il n'y a pas d'apport. C'est ultra important. Aujourd'hui, avec le marché qu'on a, c'est ultra important. Il y a on va dire, quelques activités qui arrivent à passer sans apport. Je pense aux médecins, etc. Et encore, on leur prête pas beaucoup maintenant. Mais aujourd'hui, on demande systématiquement un apport. Moi, j'ai eu donc cette laverie où on leur a demandé, mais ça, c'était une banque folle, je trouve, mais on leur demandait 50% d'apport, ce qui est énorme. Mais ça, c'est cyclique, non? C'est en fonction, là, on est dans une situation où peut-être que les banques sont on va dire, regardants et fragiles par rapport à l'économie. Mais, avec le temps, parce que moi, j'ai eu des cas où, sur des projets où les banques, en fait, prêtaient sans
Tu as raison, ça fait allez, 2 ans où elles sont vraiment, après le Covid en réalité, hein. Elles ont tellement prêté pendant le Covid justement avec PGE, etc., qu'après le Covid et avec l'inflation et avec tout ça, les taux d'intérêt, hein, tu le vois. Et ça, c'est un point que je veux aborder aussi dans le thème du business plan. Quand on va avoir une banque, on va démarcher plusieurs banques. Et j'ai eu énormément de clients qui sont venus entre guillemets après la guerre et qui me disent j'ai vu cette banque qui me demande un prévisionnel. D'accord. Et comme il y avait un timing à respecter, on n'a pas pu aller voir d'autres banques. Mais quand tu vois certaines banques qui comprennent que c'est leur seule banque, etc., ils vont dire, taux d'intérêt, on va mettre 5,5, 6. On va prêter sur une durée moyenne. On va demander des apports extrêmes. Aujourd'hui, normalement, dans le monde, on va dire de la banque, c'est 20% d'apport pour ton emprunt. C'est à peu près ce que j'ai rencontré ces derniers temps. Et quand tu dis aller voir d'autres banques, c'est quoi? C'est 2-3 banques, c'est ça? Pour les mettre en concurrence? Démarcher 2-3 banques, oui. Et souvent, il faut faire appel à son expert comptable qui a justement des conseillers avec qui il s'entend. Et en fait, c'est toute une question de relationnel. J'en parlais il y a pas très longtemps avec un membre de ma famille qui me disait, mais j'ai acheté un appartement, en fait, il m'a demandé tant d'apports. Plus tard, j'ai acheté un autre appartement et on m'a dit de durcir un peu le ton. Et il m'a demandé 0 apport. Effectivement, il faut comprendre que c'est pas figé. C'est du relationnel. Et comme vous passez avec votre expert comptable, lui qui a une relation de confiance, lui qui a envoyé que des dossiers béton entre guillemets à sa banque, la banque va dire ok, c'est lui qui me l'envoie. C'est comme une sorte de partenariat. Tu sais, il y a des groupes où tu ne peux pas rentrer seul. C'est exactement la même chose. Donc ensuite, ce qui est important aussi dans le point de la banque, etc., c'est la capacité de financement, d'autofinancement, la CAF, la fameuse CAF. En réalité, ça c'est regardé par toutes les banques. Il y a 4 points, on va dire, qui sont regardés par toutes les banques. C'est l'apport, c'est le résultat d'exploitation, c'est la capacité d'autofinancement et c'est justement tes seuils de rentabilité, point mort, etc. Qu'est-ce que le point mort? En réalité, on le met souvent en jours par an. Et même pour toi, c'est intéressant, c'est de dire au bout de combien de temps je commence à être rentable. Au bout de 170 jours, voilà, au bout de combien de jours? Au bout de 170 jours dans l'année, tout ce qui est au-dessus, c'est en réalité une rentabilité, c'est un bénéfice. Au bout de 170 jours, je t'ai pris un exemple où ça cartonne. Et en fait, la capacité d'autofinancement, c'est de se dire, je suis dans mon compte de résultat, donc sur une année, combien je fais? J'ai mon résultat. Ensuite, je fais moins mon emprunt, qui n'est pas dans mon compte de résultat, et je rajoute ma charge décaissable, qui est généralement mes dotations aux amortissements, qui ont été enlevées de mon résultat et que je rajoute. Donc ça, c'est de dire, mon activité ramène tant d'argent. Il y a rien eu d'autre, c'est juste mon activité. Ensuite, ce qui est important aussi de comprendre, et ce que tout le monde va regarder, c'est le plan de financement. Alors, tu as déjà entendu parler du plan de financement, j'imagine. C'est justement quand tu commences à vouloir donc grossir. Un business plan, il faut le faire ou à la création, ou pour toi de savoir où tu en es dans une situation, etc. Ou pour tes équipes aussi. C'est-à-dire que tes équipes, elles peuvent te demander. Toi, en fait, c'est plutôt toi qui vas demander à tes équipes un certain rendement. De dire voilà, cette année on a fait tant. Moi, je compte à faire tant, et si on fait tant, derrière il y a d'autres points de motivation, tu sais, le fameux intéressement. Si on fait tant, vous allez être intéressé sur ce résultat, etc. Ok, donc tu motives tout le monde, quoi, à aller plus loin. Tu motives tout le monde, exactement. Et donc on a après donc le plan de financement qui va te dire, j'ai besoin de tant des IMO, ok, j'ai besoin d'acheter des ordinateurs pour grossir mon équipe, etc. J'ai besoin d'acheter un fonds de commerce. Souvent, on le voit, le fonds de commerce. J'ai besoin carrément pour mon besoin en fonds de roulement. Je commence une activité, mais j'ai pas d'argent, d'accord. Donc, en fait, c'est souvent dans les achats, tu sais, les produits physiques. J'ai besoin de stock. Ça s'appelle le besoin en fonds de roulement, etc. Qu'est-ce qui va me permettre de payer tout ça? Donc, on va avoir le capital, si c'est une création. On va avoir l'apport en compte courant, donc l'apport personnel. Et on va avoir la banque, les emprunts.
Ou sinon, si on va avoir des investisseurs, c'est le moment de négocier. C'est le début des négociations. Tout ça, c'est le début des négociations, il faut savoir. Par exemple, moi, j'aime bien dire à mes clients, quand je vais voir une banque, je leur dis, je dis à mon client, bon, on a mis ce taux d'intérêt. Psychologiquement, on les prépare, la banque, à dire, nous, on veut ce taux d'intérêt-là, parce que derrière, ça va nous sortir tant de résultats, etc., etc. Et donc, notre plan de financement, on va avoir tout ça. Aussi, on peut avoir, par exemple, une subvention. Si on peut être subventionné par des crédits prêts d'honneur. Voilà. Alors, justement, j'allais revenir sur le prêt d'honneur. Est-ce que tu connais bien le prêt d'honneur, Rudy? Est-ce que tu en as eu besoin? Est-ce que tu connais des entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont eu affaire au prêt d'honneur? Alors moi, à titre d'info, non, je l'ai jamais eu. Après, autour de moi, oui, je connais des gens qui en ont bénéficié. Après, je pourrais pas t'expliquer on va dire le fonctionnement. Ouais. D'accord. Alors, moi, je peux donner des noms de toute façon, ça va aider tout le monde. Initiative Métropole. Alors, moi, je parle de Initiative Métropole Marseille, puisque je viens de Marseille, mais tous les initiatives Métropole fonctionnent de la même manière. Après, tu vas avoir BPI, etc. Et ce sont des prêts d'honneur qui ont d'abord comme base, ça veut dire quoi? C'est un prêt à 0% de taux d'intérêt. C'est incroyable. Et tu peux demander à le rembourser entre 2 et 5 ans. Voilà, donc c'est énorme. Ça peut être entre 6 et 12 000 euros selon des cas. Ça va dépendre de plein de choses. Je vais te donner des exemples comme ça. Le nombre d'associés, puisque c'est par associé aussi. Ça va être par rapport à si tu es en développement ou en création. Tu vas pas avoir le même montant, etc., etc. Alors, comment ça marche? J'adore raconter cette histoire, cette anecdote, parce que je trouve ça fou qu'aujourd'hui on utilise encore cette méthode-là. En réalité, tu appelles l'initiative Métropole Marseille, tu leur dis, voilà, moi j'ai un projet et j'ai besoin d'un prêt d'honneur. Ok, tu vas être accompagné sur toute la partie étude de marché qu'on a parlé, etc., etc. On va te demander ton avis, tes infos personnelles, c'est-à-dire de rémunération. Combien tu as de rémunération personnelle, combien tu as de charges en réalité personnelle, etc. Pour voir si, au départ, l'activité, tu vas pas être trop dépendante de ton activité pour y vivre. Souvent, c'est des gens qui ont le Pôle emploi, etc. pendant 1 an, etc., etc. Ou qui peuvent avoir un concubin ou un mari, etc. qui a les moyens de subvenir aux besoins. Et donc, l'associé n'a pas forcément besoin dès le départ de se rémunérer. Ça, c'est un bon point. Donc, tu es accompagné pendant 1, 2, 3 mois, selon, on va dire, ton projet. On va te créer un dossier. Tu vas avoir à faire appel à un expert comptable. D'accord? Il existe des permanences pour rencontrer des experts comptables, etc., pour que tu puisses créer ton business plan. Et ensuite, tu passes devant un jury que tu n'as jamais vu, n'as jamais vu, jamais entendu. Il va y avoir à peu près 6 ou 7 personnes. Et ça peut être selon ton jour de chance en réalité. Tu auras des banques, des assurances, des avocats, des experts comptables, etc., etc. Tu as une présidente d'un comité et tu as un parrain. Alors, toutes ces personnes-là vont t'écouter. Tu vas présenter ton dossier pendant 10 minutes. Et c'est souvent le business plan qui revient. Clairement, tu vas sortir tous les points importants de ton business plan, ton chiffre d'affaires, ton seuil de rentabilité, ton point mort, etc. Montrer que tu as bien fait une étude de marché. Parce que souvent, le refus vient du fait que, en fait, elle est pas du tout prête à rentrer dans le marché. Et derrière, tu sors et on te demande aussi si tu veux être accompagné par un parrain tout au long de ton activité, enfin, du moins au début de ton activité. Ce qui est bien, ça veut dire il te prête de l'argent, mais en plus, il t'accompagne. Et derrière, en fait, tu as tous ces experts comptables, ces avocats, etc., qui sont avec une ardoise et qui vont mettre une note de 1 à 10. Et donc, à partir de 5, si tu as plus de 5, on te prête l'argent. Et il faut savoir, parce que c'est très bien que tu aies rebondi sur le prêt d'honneur. Est-ce que tu sais que les banques se calquent sur l'accord du prêt d'honneur? Ouais, en fait, si tu as un prêt d'honneur, en fait, ça va donner une impulsion positive auprès de la banque. Et je crois qu'ils vont doubler, c'est ça, non?
Alors, pas forcément. Après, c'est ton prêt d'honneur par rapport à ce que tu as. C'est-à-dire que, en réalité, moi, donc, j'ai été jury dans ce Initiative Métropole Marseille. Et dès qu'on rentre, ce qu'on nous dit en premier, c'est, messieurs, sachez, ou mesdames, sachez que votre prêt d'honneur est une base pour les banques. Donc, derrière, elles vont prêter beaucoup plus facilement, voire elles prêtent directement si elles voient qu'il y a un prêt d'honneur. Donc, ça veut dire quand même que ça a un poids. Et il faut savoir que ce prêt d'honneur, je ne sais pas si tu le savais, mais c'est considéré comme un apport personnel. D'accord. C'est considéré en comptabilité comme un apport personnel. Alors, c'est plus pour la banque. Alors, en comptabilité, on va mettre dans un autre compte, mais pour la banque, c'est considéré comme un apport personnel. Donc, si tu reviens à ce qu'on a dit au départ, où on te dit les banques prêtent lorsque tu as 20% d'apport personnel, bon, bah, en fait, de ta poche, tu vas enlever cette somme-là. Donc, tu vois, et en fait, c'est ça en quoi l'expert comptable est important. Notamment, le fait d'aller le voir pour un business plan, il va t'amener pas que le business plan. Effectivement, il va te poser des questions. Moi, par exemple, j'utilise un logiciel qui va poser tout un questionnaire. J'envoie un questionnaire au client qui va répondre, etc., avec CV, avec tout ça, avec le produit ou les produits. Quels sont les produits qui sont d'ores et déjà prêts, clés en main? Quel est le coût? Combien tu vas demander d'honoraires, entre guillemets, sur ça, etc., etc. Et donc ça, toutes ces questions-là, en fait, si tu veux, on est un peu une prise de conscience pour nos clients. On va leur dire, est-ce que vous avez pensé à ça et ça et ça? Et souvent, tu vois que les clients n'ont pas pensé à tout. Ce qui est normal quand tu fais pour la première fois tu ouvres une activité ou quand tu ouvres une nouvelle activité, tu peux avoir oublié des charges qui sont parfois énormes. Ouais, oui, on peut pas penser à tout comme tout à l'heure tu disais, si, tu mets pas ton business plan en place et ben, en fait, tu sais pas où par commencer et le fait d'aller voir un expert comptable te permet, en fait, de te cadrer, dans ton développement, dans les étapes comme un GPS. En fait, tu as la ligne ton chemin est tracé, en fait, ce serait ça l'idée. Tu sais, tu peux aussi considérer que l'expert comptable est un architecte. Tu sais, qui va construire une maison sans avoir de plan? Personne. Bon, bah, là, c'est une construction de ta maison, en fait, de ta société. Alors, il y a un point que j'ai pas abordé, c'est justement le point juridique. Parce qu'on a parlé de l'expert comptable, mais aussi l'expert comptable va te permettre de savoir quelle est ta forme juridique préférentielle en réalité. Alors, il faut savoir que ça va te changer du tout au tout, ton business plan, réellement, quand tu vas le présenter. Tu auras ta forme juridique. Donc ça veut dire, est-ce que je prends des dividendes ou est-ce que je prends un salaire? Alors là, je suis en SAS. Ou est-ce que je prends une rémunération? Alors, est-ce que tu sais la différence entre un salaire et une rémunération, Rudy? Est-ce que tu sais la différence entre un salaire et une rémunération? Le salaire, c'est un butin de salaire, un butin de paye Ouais, exactement. et la rémunération, c'est que tu as pas de butin de paye. Exactement. C'est bien résumé. Mais ça, en fait, quand tu es en SARL ou en SAS. Voilà, c'est travailleur non salarié, salarié, etc. Mais du coup, en termes de repositionnement sur le compte de résultat, ça ne veut pas du tout être la même chose. Puisque typiquement, si tu prends des dividendes, ça ne va pas dans ton compte de résultat. Et donc là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder ton autofinancement net. Cette notion, je ne l'avais pas rentrée exprès. L'autofinancement net, c'est de dire, tu as ta capacité d'autofinancement, mais derrière, toi, comme tu as pris des dividendes, ça te diminue ta trésorerie. Et donc, ton autofinancement net, c'est ta capacité d'autofinancement sans tes dividendes. Et c'est aussi important quand tu as des investisseurs. Parce que les investisseurs, ils veulent savoir, OK, est-ce qu'on va pouvoir sortir des dividendes? Messieurs, vous voulez sortir tant de dividendes, après, dans la trésor, il n'y a plus rien. Donc, peut-être qu'on va pas pouvoir sortir des dividendes pendant tant de temps, etc., etc. OK. Et ça, la banque, elle va donner un point positif ou négatif si en fonction de ton statut, si tu es salarié ou TNS ou si tu prends des dividendes? Non, elle va pas forcément regarder ça. C'est plus pour tes investisseurs. Alors, la capacité d'autofinancement, elle va regarder, mais l'autofinancement net, c'est plus pour tes investisseurs. Parce que eux, c'est la capacité à récupérer de l'argent, en fait, ouais. Ouais, voilà. Parce que en fait, la capacité d'autofinancement, tu l'as déjà prise. Tu vois, ça arrive avant. En fait, ce qui leur importe, c'est tu as ton résultat et comme je t'ai dit, après, tu as le capital emprunté que tu le rembourses. Donc, s'ils voient que tu es positif, c'est bon pour eux. Après, que tu fasses, enfin, en réalité, il faut pas avoir un financement net négatif, ça c'est sûr. Mais en tout cas, après, ils vont pas être regardants s'ils voient que chaque année, ta capacité d'autofinancement, elle est bonne.
Et ça c'est ultra important. Et ça prend un autre point. Tu as 2 possibilités de présenter ton compte de résultat aussi. Puisque ton impôt, tu peux avoir l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Tu sais que tu peux faire une société par rapport de petite parenthèse, fiscalement, une SARL ou une SASU, elle peut être 5 ans maximum en impôt sur le revenu. Après, elle passe en option. Hein. Après, elle passe en impôt sur les sociétés. Ouais, tu peux switcher, mais tu peux pas revenir en arrière, c'est ça? Et tu peux pas revenir en arrière, exactement. Et sachant que il faut qu'il y ait des 75% des personnes qui soient des personnes physiques, etc. en tant qu'associés. Ton compte de résultat, quand tu le présentes, tu as résultat avant impôt et résultat après impôt. Mais ton résultat après impôt, il est après impôt sur les sociétés. Il prend pas en compte ton impôt sur le revenu. Donc tu vois quand même qu'il y a une différence en réalité aussi quand tu vas présenter à la banque. Ouais, fiscalement, ouais, c'est sûr, ça peut être plus intéressant entre l'un et l'autre, ouais. Et puis ça dépend aussi du chiffre d'affaires du bénéfice que tu vas générer et par rapport à la tranche d'imposition que tu vas être impacté, ouais. D'accord. Voilà, exactement. Ça dépend aussi si tu as 50 enfants ou pas. Hein. Concrètement, il y a aussi ça qui rentre en jeu. Mais ça, c'est aussi important parce que justement, moi, ce que j'aime bien faire au départ, c'est je leur pose la question, qu'est-ce que vous voyez dans 5 ans? Quelle est votre situation personnelle, etc., etc. Parce que je vais pas les conseiller de la même manière. Une personne qui est en SAS juste parce qu'elle a moi, tout le monde, tous les clients que j'ai eu ces derniers temps, c'est je vais me mettre en SAS, comment je dois créer? Parce qu'ils ont entendu, tu vois, hein, sur Internet, tu entends tout et n'importe quoi. Comme ça doit être mieux référencé ou je ne sais quoi, et donc du coup, tout le monde va vouloir faire une SAS, alors que la personne qui veut avoir son petit restaurant est seule, non, jamais de la vie. Tu restes en SARL et c'est mieux pour toi, parce que derrière, il faut savoir que tes taux de cotisation quand tu es président et que tu as un salaire, c'est pas du tout les mêmes que quand tu es en SARL et que tu es gérant. Hein. L'un, c'est 45%, l'autre, c'est entre 80 et 100% de ton net. Donc, il faut savoir ça. Hein. C'est très important. Ok, c'est intéressant. Juste avant de terminer, j'aurais voulu, tu disais au début, on va dire la différence entre business plan et prévisionnel. Comment tu la différencies, ça? Alors, en réalité, c'est compliqué parce que, en fait, dans le business plan, tu as un prévisionnel. C'est-à-dire qu'un prévisionnel, c'est vraiment que la compta. C'est plan de financement, compte de résultat, prévisionnel. Business plan, tu vas rentrer tout ce qui est le projet, l'étude de marché, etc., etc. D'accord, c'est plutôt c'est global en fait. Et le prévisionnel, c'est beaucoup plus, comment dire, tu décortiques le business plan intérieur où tu vas prendre une brique du business plan en fait, c'est ça? Ouais, voilà, c'est des informations chiffrées, le prévisionnel. C'est prévoir de son activité. Voilà. Et le business plan, tu le réalises sur combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, jamais 1 an ou 2 ans, jamais. Non? Au moins 3 ans. Au moins 3 ans. De toute façon, moi, je ne fais que des business plans de 3 ans. Après, bon, comme je suis commissaire aux comptes, j'ai eu à faire des business plans un peu plus contrôlés que faire, mais à contrôler des business plans sur 5 ans parce que derrière, tu as une valorisation d'entreprise. Ça, je rentrerai pas dans les détails. Il faudra peut-être faire un autre épisode, mais il faut savoir que le business plan, en soi, il est sur 3 ans. Le faire sur 1 an, ça n'a aucun intérêt parce que t'as pas une vision assez lointaine. Parce que ton chiffre d'affaires, il va augmenter. Tu vas passer de 100 000, je te dis n'importe quoi, et après tu mets 15-20%. Enfin, selon ton activité, tu mets un pourcentage plus élevé. Et donc, tu vas avoir des bénéfices et des marges qui seront totalement différentes. D'accord? Maintenant, faire sur 5 ans, bon, bah, c'est un peu Madame Irma, quoi. C'est quand même très compliqué de savoir sur 5 ans où tu vas être, si t'as pas des salariés qui partent, des hommes clés, etc., etc. Ouais, je comprends, ouais. Ok, top, intéressant, ouais. Et si tu aurais le mot de la fin, ça serait lequel? Mot de la fin, c'est ne jamais faire un business plan seul. Toujours être accompagné dès que vous avez une idée d'ouvrir un projet, vous faire accompagner par un expert comptable qui va vous encadrer et au niveau du business plan, au niveau fiscal et au niveau social et juridique. C'est hyper important. Ok, top. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, je dirais en 5 points, c'est que premièrement, le business plan représente le passé, le présent et le futur de votre activité, comme tu l'as indiqué, Benjamin. Donc, c'est plus qu'un levier administratif, c'est l'atout pour convaincre les banques, les investisseurs et même également aussi les futurs acquéreurs de la solidité du projet, de votre projet.
Ensuite, deuxième point, je dirais que le business plan se construit sur une durée minimum de 3 ans, sur 3 ans. Quatrième point, le business plan se compose généralement d'un CV du porteur ou de la porteuse de projet, d'une étude de marché, d'un plan de financement et de la forme juridique que vous souhaitez statuer. Quatrième point, il faut toujours être pessimiste sur les chiffres de son business plan, surtout sur le chiffre d'affaires, afin de montrer justement qu'avec des chiffres pessimistes, que l'activité est quand même rentable. Donc, votre banquier sera encore plus, rassuré par la faisabilité du projet. Et puis, dernier point, je dirais que votre expert comptable, il est indispensable pour construire ce business plan, surtout qu'il soit solide et complet, et que c'est vraiment votre partenaire de confiance dans cette aventure. Merci beaucoup, Benjamin, pour tes conseils et tes astuces. Je pense qu'on a une bonne base déjà de réflexion par rapport à ça. Ça va nous permettre d'avancer dans l'univers de l'entrepreneuriat. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par un expert comptable. Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leur business. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Rabat Mohamed, un nouveau expert comptable. Il nous donnera ses conseils et ses astuces sur la recherche de financement. Cet épisode vous intéresse ? Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.